Alors pour commencer la transition, je me suis demandé ce que c'était, pour faire simple. C'est changer d'état. Se passer d'un état à un autre, c'est grandir. Donc je suis Alexis Petrov, je suis né à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, banlieue rouge, avec tout ce que l'imaginaire qu'il y a derrière aussi. J'ai grandi en cité et j'ai adoré ça, parce qu'on était ensemble. J'avais la chance d'avoir l'école primaire au milieu de la cité. Et j'avais donc tous mes camarades, tous milieux et d'origines différentes, parce que comme dans le Nord, en banlieue rouge aussi, il y a beaucoup de diversité. Et ça aussi qui m'a construit. J'ai grandi dans une cité un peu spéciale, construite par Renaudie. Il n'y a pas d'angle droit, c'est que des pointes, des courbes, des formes un peu étranges. Et ça m'a appris aussi à me dire que on pouvait grandir de manière multiple, qu'on n'était pas obligé de suivre toujours le même schéma et les mêmes règles. J'ai grandi dans mon cocon familial avec un père et une mère aimantes qui avaient aussi des origines très variées. Mon père, fils d'immigrés russes, qui avait grandi en banlieue parisienne, sans grande importance à l'attachement. Et au contraire, une mère, fille de maraîcher champenois, qui, quand elle est née, n'avait pas l'eau et l'électricité dans sa maison. Et à 25 ans, elle était pilote d'avion et ingénieure dans l'aéronautique. Les transitions peuvent aller très vite aussi. Et dans ce milieu aimant et divers et varié, j'ai subi ma première rupture, on va dire, où mes parents m'ont sorti de ce cocon et m'ont envoyé au collège à Paris, dans le 5e arrondissement. Donc c'était pas loin, hein, mais je changeais de milieu, je perdais les copains, je perdais mes habitudes. Mais finalement, cette première rupture m'a fait grandir d'un coup. Et une belle transition aussi, parce que j'ai découvert un nouveau milieu social, j'ai vu d'autres personnes que je n'aurais pas connues si on ne m'avait pas forcé à sortir. À cette époque, je m'intéressais à la musique, hein, j'aimais beaucoup plein de types de musique. Alors mon groupe préféré, ça aurait pu être NTM ou Nirvana, c'était les chanteurs, les groupes de l'époque. Non, c'était Jacques Higelin. Parce que Jacques Higelin, en fait, il est libre, il invente, il innove, il touche à tout, il fait des liens, il va voir dans plein de musiques différentes. Puisqu'il écrit, c'est merveilleux et ça m'a toujours inspiré. Dans cette même période, j'ai eu de très bons amis qui sont encore aujourd'hui les parrains de mes filles. Donc je vois régulièrement Tom et Lucas. On était tout le temps tous les trois fourrés ensemble et notre but c'était d'être différents, de partir un peu à l'aventure sans trop savoir ce qu'allait se passer. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien, mais on prenait toujours ça avec beaucoup de bonheur. Et on était trois, il y en avait toujours un qui avait l'idée, un qui avait l'énergie et un qui avait la méthode. Et ça c'était un début de coopération peut-être, à trois. Et après, donc en grandissant, on commence à devenir adulte, on fait des études. Donc moi, j'avais mes rêves j'étais en classe préparatoire, d'intégrer les ponts et chaussées, c'était bien, ça, c'était à côté de chez moi, c'était prestigieux. Mais j'ai pas eu les ponts et chaussées. Voilà, deuxième échec. J'ai dû intégrer l'école centrale de Lyon, donc ce qui est très bien aussi. Comme certains d'ailleurs, il y a pas que je suis pas le seul dans cette salle. Et finalement, cette deuxième rupture, ça m'a ouvert d'autres portes. Alors oui, ça m'a sorti de mon cocon, mais ça m'a forcé à vivre ailleurs, à vivre d'autres choses, et j'ai commencé à devenir de plus en plus curieux. Chaque fois que je voyais un chemin, j'avais envie d'aller au bout, d'être curieux, de le creuser, de voir ce qu'il y avait derrière la porte, de prolonger le chemin, de voir jusqu'où il me menait. Tant que j'avais pas été au bout du chemin, je m'arrêtais pas. Petite anecdote, quand je suis arrivé ici, c'est la première chose que j'ai fait, aller explorer tous les chemins. Par ailleurs, à Centrale, il y a une chose je ne m'attendais pas à grand-chose dans mes études. En fait, j'étais assez binaire, je suivais le plus prestigieux. Mais en fait, c'était une école formidable où j'ai appris à apprendre. Centrale, c'est une école généraliste où on ne va pas spécialiser dans un domaine. Par contre, on nous apprend plein de choses dans plein de domaines. Et donc, on nous apprend à faire des liens, à faire des ponts. On nous apprend à utiliser une méthode qui fonctionne dans tel domaine, en mécanique des fluides, par exemple. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait un peu de sociologie avec ? Voilà. Et cette démarche d'apprendre à apprendre, on a le vocabulaire dans plein de disciplines, mais c'est à nous d'aller chercher les informations, de créer les logiques, de créer les raisonnements. Je l'applique encore aujourd'hui pour mon travail, pour ma vie personnelle, pour mes loisirs. C'est voilà, faire des liens, regarder comment ça fonctionne d'un côté, et dire là, ça peut être pas mal si je fais ça aussi. C'est être curieux. C'est toujours cette histoire de chemin qu'on veut aller creuser. Une fois que j'avais quitté le cocon familial, j'étais parti et je ne me suis plus jamais arrêté pour bouger. Donc, après Lyon, je suis parti en Espagne. Je suis arrivé en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol. J'avais légèrement arrondi le CV pour dire que je maîtrisais. C'était une maîtrise relative. Mais j'ai appris, je me suis adapté. C'était ça aussi, grandir. Et puis ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Donc j'ai eu la chance de voyager régulièrement en Amérique latine. J'ai notamment fait un voyage de 9 mois de Ushuaia jusqu'en Martinique,
en n'utilisant qu'une seule fois l'avion pour passer de Colombie aux Caraïbes. Mais sinon, c'était tout terrestre ou bateau. Et dans ce voyage aussi, j'ai pu échanger avec une nouvelle culture, avec des nouvelles personnes, enfin des cultures, parce que c'est un continent qui a été traversé. Et c'est quelque chose de fort de traverser un continent, ça donne beaucoup d'images. Une phrase qui me reste marquante de ce voyage, c'est une phrase que j'ai entendue en Bolivie. Bolivie, c'est un pays plus pauvre d'Amérique latine, où là-bas, ils ont l'habitude de dire Nada es seguro, pero todo es posible. Rien n'est sûr, mais tout est possible. Pas la peine d'écrire tout à l'avance, de tout prévoir, de tout savoir. C'est pas sûr, ça se passera pas selon le plan. Par contre, tout est possible. Si tu connais quelqu'un qui va parler, qui va t'emmener, qui va faire un bout de chemin, puis un bout de chemin avec une personne autre, puis un bout de chemin tout seul, en final, on y arrive toujours. Rien n'est sûr, mais tout est possible. Il suffit d'avoir un peu de temps aussi, mais beaucoup d'énergie. Et puis, fier de mes voyages, de mes expériences, je suis rentré chez moi à Paris pour commencer à travailler, devenir un adulte. J'ai repris, pareil, assez classiquement, le schéma des ingénieurs de mon école. Je suis rentré chez Vinci, petite boîte locale. Ça va faire des routes. Ça me plaisait bien, le milieu technique, de la construction, tout ça. Donc j'ai passé une première année chef de chantier où je me suis régalé parce que j'étais dans le technique avec des équipes, dehors à faire plein de choses. Puis après, on m'a dit, c'est super, belle opportunité, on va te mettre sur un chantier à 15 millions d'euros que tu vas gérer tout seul. Il s'agit de construire un échangeur dans une forêt au sud de l'Essonne. Je dis, mais ok, bon, j'y vais. Mais alors, pourquoi il y avait un carrefour à feu sur la Nationale 6, là, et puis on faisait un pont avec 2 ronds-points, 15 millions d'euros, on dézinguait un bout de forêt pour limiter 15 minutes de bouchon. Je me suis dit, mais c'est absurde, pourquoi on a décidé ça? 15 millions d'euros pour ça. Mais 15 millions d'euros, à des petits chantiers, j'en faisais des milliers. C'était incroyable. Et puis, la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, c'était l'État, enfin, c'était le ministère de l'Équipement à l'époque, ou l'industrie, je ne sais plus, enfin, c'est la DIRIF. Ils étaient nuls, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient les choses. Ça m'a agacé. J'ai eu envie de donner du sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai décidé de démissionner de Vinci pour rejoindre la fonction publique territoriale. Et j'ai intégré la mairie de Bondy dans le 93, où j'étais chargé du projet de rénovation urbaine des quartiers nord. Le quartier nord de Bondy, c'est 20 000 logements sociaux, tous concentrés au même endroit, construits dans les années 60-70. Et il y avait des fonds de l'ANRU pour rénover complètement ces quartiers. Donc là, j'ai appris ce que c'était que la coopération avec les OPHLM pour démolir, reconstruire, avec le département pour refaire l'assainissement, avec l'Aglo Est Ensemble pour gérer les poubelles, enfin, la RATP parce qu'il y avait quelques lignes de bus, l'ensemble des services municipaux. Ça a été un formidable tremplin pour moi pour voir ce qu'était que la fonction publique, comment ça fonctionnait à l'intérieur, et donner du sens vraiment. J'ai pu donner du sens à ce que je faisais. Puis aussi, je me suis renseigné sur l'histoire. Il y a 30 ans, 40 ans, on avait fait des choses un peu précipitamment, et c'est important de se poser les bonnes questions pour les refaire intelligemment cette fois-ci. L'histoire, elle est vraiment importante. C'est très important de regarder ce qu'on a fait pour le faire mieux la fois d'après, comprendre d'où on vient pour savoir où on va, quoi. J'ai continué cette démarche-là, puisque j'ai toujours cette volonté de bouger. Donc après Bondy, je suis reparti dans le sud, dans le Vaucluse, à Pertuis, où j'ai eu la chance d'être directeur bâtiment pendant une période où il y avait plein de projets. Alors j'ai refait des écoles et des équipements publics, mais aussi beaucoup de monuments historiques, notamment l'église, des chapelles, des remparts. Et travailler sur des bâtiments qui ont 1000 ans, ça demande de bien réfléchir sur l'histoire. Travailler sur la restauration de tableaux qui ont plus de 500 ans aussi, on se pose beaucoup de questions. Et donc voilà, c'est donner le sens à cette transition, et c'est regarder l'histoire d'où l'on vient pour voir où on va. Et à Pertuis, j'ai eu cette chance de mener tous ces projets-là. Et puis après Pertuis, j'ai encore voulu refaire un voyage, et donc j'ai décidé de partir en vacances pendant 6 mois en camping-car avec ma famille en Europe. Donc on a vendu la maison Aix-en-Provence, on a quitté notre travail, et on est parti le 1er mars 2020 en Italie. Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ce fut un rapide aller-retour. Donc on avait prévu, nous, de voyager pendant 6 mois, de mars 2020 à septembre 2020. Bon, on a fini dans la maison familiale en Ardèche. Ce qui était très bien, finalement, encore un autre accident de la vie qui finalement m'a amené ici, puisque d'Ardèche, j'ai trouvé ce poste à la communauté de communes du Crétois, Pays de Saillant, directeur de services techniques et environnement. Alors la partie services techniques, je la connaissais bien, mais la partie environnement, elle était nouvelle pour moi. La gestion des déchets. La gestion des déchets, elle raconte aussi beaucoup de choses. D'une part, l'histoire qu'on laissera à nos enfants, parce qu'il s'agit de les traiter, ces déchets. Donc certes, par endroits, on les enterre, mais ça va rester longtemps.
Elle parle aussi de notre histoire présente, de comment on consomme, de comment on est. Qu'est-ce que ça devient? C'est-à-dire que l'acte d'acheter, finalement, a un impact long. Voilà. Donc c'est tout ce process qui est intéressant et qui, moi, me passionne dans mon activité que je fais tous les jours avec bonheur. Et par ailleurs, ici, dans la BioVallée, je me suis rendu compte qu'il y avait une énergie incroyable et beaucoup de coopération, effectivement, c'est pour ça qu'on est là, qui allait vers des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais, faire une transition, construire un monde meilleur, un monde où tout le monde s'y retrouve, un monde où chacun a sa place. Et alors, effectivement, ça reste une vallée dans la France. C'est pas ici forcément que le monde va changer, mais ça peut faire tache d'huile. Ça sert d'exemple, comme ce qui se passait à Los Angeles, d'ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse. De toute façon, c'est comme les histoires des petits cailloux. C'est une très belle image. Si je ne regarde que l'étoile, c'est bien beau, mais il faut pouvoir avancer de caillou en caillou. Donc, j'adore cette image-là. Donc c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette vallée. C'est peut-être pour ça que maintenant j'arrêterai de bouger et que je vais rester implanté ici après mes multiples mouvements. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire. Et cette coopération, elle rejoint aussi ce que disait Jean-Marc Caron, c'est-à-dire effectivement, il faut savoir faire un pas de côté, qui peut avoir l'idée, puis qui peut être soutenu par son collègue qui a l'énergie, et ensuite c'est mis en œuvre par quelqu'un qui est plus méthodique et qui va recadrer tout ça. Mais voilà, mais ça c'est une coopération nécessaire entre plusieurs personnes, avec chacun leur capacité. Je vous remercie de m'avoir écouté.